Alors bonjour à chacun, par cette froide journée d'hiver, parce que l'hiver est vraiment là, ça y est. Nous allons accueillir quelqu'un qui vient d'une région encore plus froide, encore plus fraîche. Suzanne, bienvenue. Bienvenue. Merci d'être venue. Alors, est-ce que tu peux commencer par présenter qui tu es un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, et si tu es d'accord, je veux directement partager mon écran. Déjà? Ah ben Oui, alors parce vas-y. que j'ai une jolie photo de moi que je vais vous Ah parfait, montrer. parfait. Alors, la voici. Elle est toute belle. Oui, j'aime les champignons, comme vous voyez. Alors, je m'appelle Suzanne Wakeman. J'habite sur la région du lac Léman en Suisse, sur la côte plus précisément. J'aime beaucoup le jardinage, j'aime la permaculture et depuis quelques années, j'ai découvert le monde merveilleux des champignons et j'ai beaucoup envie de vous partager deux, trois choses que j'ai appris et peut-être qui vous seront utiles. Parfait. OK, et du coup, alors on va parler des champignons du jardin. Là, ce n'est pas un champignon que vous allez trouver typiquement au jardin, un peu soufré. C'est plutôt quelque chose que vous trouvez de temps en temps dans la nature, qui est vraiment super. Mais je veux surtout vous parler du champignon qu'on peut cultiver et pourquoi, en fait, c'est une bonne chose de trouver des champignons au jardin. Alors, quand le jardinier voit les champignons dans son jardin, il a raison d'être tout content, même si on ne peut pas les manger. Du coup, ce soir, je voudrais vous montrer donc pourquoi il faut être content quand on trouve des champignons dans son jardin. Après, deuxièmement, dans le deuxième temps, je vais vous expliquer un peu deux différents types de cultures de champignons qu'on peut faire dans son jardin. Et même des expériences qu'on peut faire à l'intérieur, que j'ai fait par exemple avec les classes à l'école primaire. Alors, je commence à vous parler de la symbiose. En fait, c'est un échange gagnant-gagnant entre un champignon et la plante. La plante fait la photosynthèse, donc du coup, elle produit du sucre, des fois même des vitamines, et elle donne ça au champignon, et en échange, le champignon, lui, il digère la terre. Donc du coup, il donne à la plante tous les autres éléments qu'elle ne peut pas fabriquer avec la photosynthèse. Donc, la photosynthèse fournit à la plante le carbone, l'oxygène et l'hydrogène avec l'eau. Du coup, tout le reste, ça vient de la terre. Et comme la plante, normalement, elle ne peut que absorber ce qui est directement autour de ses racines, c'est chouette s'il y a cette symbiose qui se fait entre le champignon et la plante, parce que le champignon, lui, avec son réseau mycélium, il va beaucoup plus loin. Et sur l'image, justement, ce qu'on voit, c'est là des petites plantules d'arbres. Ici, il y a un champignon qui s'est installé, donc en blanc, on voit le blanc du champignon, les mycéliums. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi que en fait, le champignon est en train de faire un lien entre deux plantes qui sont à côté, encore plus jeunes. Donc, en fait, la plante mère, si on veut bien, elle peut après partager avec les bébés les nutriments et peut-être aussi des fois même des enzymes, par exemple. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on pensait d'abord que c'était prioritairement les arbres qui faisaient ça, qui entraient en champignon, en symbiose avec le champignon. Mais en fait, maintenant, on sait que c'est plus que 90% des plantes qui entrent en champignon, en symbiose avec les champignons. Mais cette symbiose est inhibée s'il y a des fertilisants. En fait, la plante ne va pas entrer en symbiose avec le champignon s'il y a suffisamment de nutriments librement disponibles. Donc, si j'arrose avec un fertilisant, même si c'est un fertilisant à base biologique, la plante n'a pas besoin d'entrer dans cette partenariat avec les champignons. Voici encore un autre schéma un peu plus complexe. Ce n'est pas le mien, j'ai trouvé sur Wikipédia. Vous voyez, en fait, on connaît les champignons qui ont un peu cette allure-là, ou ici, des bolets. Soit ils digèrent la litière, soit ils font
ici, on voit, c'est un champignon en fait qui est en symbiose peut-être avec cette plante, peut-être avec cet arbre-là. Voilà. Et puis, en fait, le réseau des mycéliens, donc le réseau des racines des champignons, il fait lien entre les différentes plantes, il fait distribution de l'eau, des sels minéraux, et puis en échange, il reçoit de la plante les glucides et les facteurs de croissance. Et aujourd'hui, il y a aussi un autre type de champignon. Ce n'est pas un champignon qui fait la symbiose, c'est des champignons qui digèrent le bois. Et aujourd'hui, on va justement parler d'un champignon, d'un type de champignon qu'on peut cultiver qui digère du bois, et d'un deuxième type de champignon qu'on peut cultiver qui est un symbiotique. Donc, il vit en symbiose avec les plantes. Alors, pour vous montrer qu'est-ce que ça donne en fait dans la vie réelle, vous voyez là une petite plantule que j'ai arrachée, déjà toute morte. Vous voyez les racines. Là, on voit c'est bien les racines de la plante. Là. Et puis, tout en blanc très clair et très fin, il y a une sorte de plessage autour. Et c'est le mycélium. Il faut comprendre que le mycélium, c'est comme les racines du champignon, mais en fait, le mycélium, c'est au champignon ce qui est le pommier à la pomme. Donc, ce qu'on appelle communément le champignon, c'est juste le fruit. La plupart, en fait, de cette champignon, c'est en fait le réseau mycéliaire qui est dans la terre ou dans le bois. Ça dépend, en fait, si c'est un champignon qui digère le bois ou un champignon qui pousse dans la terre. Alors, est-ce qu'ici, c'est un champignon qui a fait la symbiose? Donc, est-ce que c'était peut-être de son vivant en échange entre la plante et le champignon? Donc, on voit bien que les racines de la plante, ils sont entourés de mycélium. Ou bien, est-ce que le champignon s'est installé quand cette plante était déjà morte et il commence à digérer le bois? En fait, peu importe, parce que pour nous deux, dans les deux cas, c'est un avantage pour le jardinier. Si c'était la symbiose, c'est génial, parce que ça veut dire que nos plantes sont bien nourries. Si c'est la décomposition, c'est aussi génial, parce que ça veut dire que le reste du bois et de la litière sont bien digérés et à nouveau disponibles pour les plantes. Donc, comment je peux faire pour avoir des champignons au jardin? C'est tout simple. Il faut les nourrir et il ne faut pas les déranger. Pour les nourrir, essentiellement, c'est d'amener des choses ligneuses. Donc, ça peut être de la paille, ça peut être même du foin, des feuilles ou des copeaux de bois. Là, vous voyez des copeaux de bois dans les allées. Et tant que vous posez ça sur terre et vous ne dérangez pas, dès que ça devient humide, il y a les spores dans l'air, les champignons vont tout simplement venir sans que vous fassiez la moindre chose. Ils vont s'installer. Ne pas déranger, ça veut simplement dire de labourer le moins possible. Parce que dès que vous intervenez dans la terre, vous cassez ce réseau mycéliaire, il doit se reconstruire. Donc, ce n'est pas bien grave, mais ça ralentit quand même un peu le développement des champignons. On va revenir à la fin, parce que je vous avais promis de vous démontrer justement deux différents types de champignons qu'on peut cultiver chez soi. Alors, la première culture d'un champignon comestible, c'est le pleurote sur un buillon enterré. Là, vous voyez les pleurotes qui poussent. Le buillon, il est enterré ici. Et le pleurote, ce n'est pas un champignon symbiotique, c'est un saprotrophe, ça veut dire qu'il digère la cellulose. Donc, il pousse sur du bois, mais aussi, par exemple, sur de la paille. Il va digérer le bois ou la paille, et quand c'est le moment, il va fructifier. Voilà un peu. Donc, cueillir les fruits et les manger. C'est un super champignon à manger, assez cher si vous les achetez. Là, à l'occasion, en fait, c'est un pleurote jaune, mais il y a aussi d'autres sortes. Ensuite, vous laissez simplement faire. Et quand c'est à nouveau le moment,
c'est une question de la météo, bah, ça va nous fructifier jusqu'au moment où tout le bois sera digéré, où toute la paille sera digérée. Et la manière de procéder, c'est qu'on achète ou on se procure des billons qui ne sont pas trop frais, mais pas trop vieux. Normalement, on dit 2-3 semaines après la coupe. On fait des entailles à la tronçonneuse, par exemple, comme j'ai fait ici. On achète en blanc sur graine. Et ensuite, on remplit les entailles. Le mycélium dont j'ai parlé, il est déjà dans ces graines-là. C'est pour ça qu'ils sont un peu blancs. Et une fois que j'ai mis les graines dedans, je garde humide. Le champignon se développe. Il commence à coloniser le bois. Une fois que tout le bois est blanc, je peux l'enterrer. J'attends le bon moment et ça va fructifier tout seul. Pourquoi il faut procéder? Pourquoi est-ce qu'il faut acheter du blanc? C'est qu'on ne peut pas désherber un champignon. Du coup, il faut soit prendre un champignon qui est agressif, comme c'est le cas avec les pleurotes, qui est donc plus fort en fait que les autres champignons qui sont naturellement présents, soit il faut travailler de manière stérile. Et ça, pour moi, c'est trop compliqué. Donc moi, je fais que le non stérile, je fais la pleurote et encore un autre champignon que je vais vous montrer plus tard. Donc pour commencer, la pleurote est bon. On peut faire la même méthode avec le shiitake, mais le shiitake est moins agressif. Donc, du coup, je n'ai pas encore réussi à avoir des champignons avec du shiitake. Peut-être je ne suis pas assez habile. Peut-être je suis un peu trop grossier. Voilà. Il faudrait travailler de manière plus stérile encore avec le shiitake. Voici un peu le cycle. Ça commence toujours avec l'inoculation. On inocule avec du blanc. On peut l'acheter sur grain, comme je vous ai montré. On peut aussi acheter du blanc sur des chevilles. Du coup, pour les chevilles, c'est plus simple parce qu'il suffit de faire des trous dans lesquels on enfonce les chevilles. Après, on laisse coloniser. Pour coloniser, il faut le garder humide, hors contact du sol. Donc, dans ce cas, en fait, je les avais emballés dans du plastique et je les laissais dans la chaudière pour que ce soit une bonne température. Chaque champignon a sa température de colonisation et normalement, quand vous achetez du blanc, ces informations sont fournies avec. Une fois que le champignon a pris tout le billon, il deviendra blanc. On voit que ça change un peu de couleur. On voit les mycéliums justement sur les bords. Du coup, c'est le moment d'enterrer. On cherche un endroit qui est humide et ombragé. Ça tombe bien, souvent, c'est des endroits qui sont un peu perdus dans le jardin parce qu'on ne peut pas cultiver les légumes puisque c'est trop ombragé. Mais c'est parfait pour les champignons. Et puis, après, il suffit d'attendre parce que ce champignon-là, il va fructifier en fonction de la météo. C'est souvent en automne, mais le champignon que je vais montrer tout à l'heure, le pleurote jaune, lui, il va fructifier en été. Donc, ça dépend aussi du champignon que vous choisissez. Donc, il va fructifier et je vous montrerai après que vous pouvez à nouveau, en fait, créer en blanc à base des fruits et puis iniculer un autre billon avec le blanc que vous avez fait. Ou peut-être un sac de paille. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le marc de café, on peut aussi cultiver le pleurote. Ça, on se fait à l'intérieur. Pourquoi est-ce que le pleurote pousse sur du marc de café? Ben, c'est assez simple. Le marc de café, en fait, ça contient pas mal de cellulose et c'est ça, en fait, que le pleurote va digérer. C'est le même principe. Il faut inoculer, coloniser et après fructifier. On le fait dans des grands pots, par exemple, pot de fleurs. Là, vous voyez, c'est les petits champignons qui commencent à pousser. Alors, par étapes, on mélange le blanc. Là, j'avais des blancs sur copeaux. Donc, vous voyez que les copeaux sont déjà blancs avec du mycélium. Je mélange avec le marc de café. Ça se colonise. Et à ce stade, je peux rajouter du marc de café. Puis, ça va continuer à se faire coloniser. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, ce qu'on voit, c'est ce liquide-là. En fait, c'est les sucs digestifs du champignon. Le champignon qui est en train de digérer le marc de café.
Ça a l'air d'être un peu du moisi, mais vous pouvez savoir que ce n'est pas du moisi parce que ça a une autre odeur. C'est une odeur très particulière, assez sucrée, oui, très bonne. Et quand le champignon a tout colonisé, il n'y a plus rien à manger, vous allez voir que ça change d'allure. Ici, vous voyez, c'est devenu tout blanc. Et il y a ces petits trucs-là, hein, qui s'appellent les primordia. Hein? Là, un autre exemple, c'est les bébés champignons. Donc, c'est les bébés fruits. Et ensuite, ça va faire des champignons. Et ce passage-là, ça peut être assez rapide, c'est quelques jours. Donc, la colonisation, ça dépend combien de blanc vous avez mis, mais ça peut prendre une semaine, peut-être 2, 3, en fonction de combien de volume vous rajoutez de marc de café. Et pareil, si vous travaillez, par exemple, sur de la paille. Donc, inoculation, colonisation, fructification. Vous pouvez les cueillir à ce moment-là. Dans l'exemple, en fait, il n'a pas été cueilli. Donc, si on ne cueille pas, ben, ça laisse tomber les spores, ça devient un peu sec. Et on peut même avoir une deuxième fructification. Pour cela, il suffit d'humidifier. Donc, en fait, on va tremper carrément tout le pot dans l'eau. On va laisser égoutter. Et peut-être, avec un peu de chance, il y aura à nouveau des primordia qui vont se former et à nouveau des champignons qu'on pourra cueillir. C'est vraiment chouette parce que c'est une expérience qu'on peut faire avec des élèves, avec des enfants ou soi-même dans son salon à la mauvaise saison. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir un blanc de pleurote si on ne peut pas l'acheter? Alors, ce qui est assez génial, c'est que les champignons, ils peuvent en fait se multiplier de n'importe quelle cellule. Donc, ils ont la multiplication sexuée avec les spores, mais il y a aussi la multiplication asexuée. Et comme le pleurote est assez agressif, donc il se développe bien, on peut prendre juste une pleurote qu'on peut acheter dans le commerce comme ça, l'échiqueter et puis faire pousser le blanc. Donc, ce que vous voyez là au milieu, c'est un petit bout de champignon que j'ai posé sur un carton ondulé. En fait, on commence par mouiller le carton ondulé à l'eau bouillante. Après, on peut le séparer si on veut, mais ce n'est pas absolument nécessaire. On dispose des morceaux de pleurote dessus. On enroule ou superpose pour que ça fasse une sorte de millefeuille ou de lasagne ou de saucisse, comme vous voulez l'appeler. On garde dans un sac en plastique pour que l'humidité, justement, ne s'échappe pas, ça reste bien humide. Et on le garde à température ambiante. À peu près une semaine au chaud. Ce qui est assez dingue parce qu'après quelques jours, vous allez voir déjà les petits filaments de mycélium se développer. Ça donne ça. Moi, je trouve que c'est fascinant parce qu'on voit qu'ici, c'était l'autre côté. En fait, il y avait le bout de champignon. Et puis, le mycélium, en fait, il est en train de courir, on dit. Il va dans tous les sens pour chercher où il pourrait se trouver de la nourriture. En fait, un champignon, s'il a le choix d'aller à gauche ou à droite, bah, il va les deux en même temps, à gauche et à droite. Jusqu'il ait trouvé le bon chemin, après, il laisse tomber les mauvais chemins et puis se concentre juste sur le meilleur. C'est assez incroyable. Donc, c'est justement cette propriété-là qu'on utilise si on veut multiplier le champignon. Donc, tant que le mycélium court comme ça, si on le nourrit, il va se développer de plus en plus en plus. Une fois qu'on arrête, le champignon va entrer la phase de fructification. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a plein de cartons qui est avec du blanc? Alors, on trempe et égoutte des copeaux de bois. On peut faire pareil avec la paille, mais c'est du bois de feuillu, hein, donc ça ne marche pas avec le pain. On déroule le carton avec le blanc. On fait une sorte de millefeuille carton-copeau. Le tout dans un sac plastique gardé au chaud. Et puis, quand tout est blanc, vous avez le
le blanc sur copeaux que j'ai utilisé moi pour ensuite cultiver le marc avec le marc de café. Donc ça, c'était pour le champignon qui mangeait du bois. Et là, c'est un autre champignon comestible qui s'appelle strophère. Ce qui est intéressant avec le strophère, c'est qu'on peut le cultiver sur les chemins en copeaux de bois ou en paille, et c'est un symbiote. Il a besoin de bactéries, il ne se multipliera pas bien s'il n'y a pas de bactéries présentes, donc par exemple du compost ou de la terre. Et puisque c'est un symbiote, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça va mieux faire pousser les légumes. Donc, du coup, vous le cultivez sur les chemins, il va faire symbiose avec les légumes à côté. Et ce qui est très intéressant, il ne va pas fructifier là où on marche. Il fructifie juste à côté. Donc, c'est vraiment parfait et surtout, ça vous donne toujours une raison d'aller au jardin voir s'il y a des champignons quand il fait mauvais en automne, même s'il n'y a plus grand-chose à faire. Je reprends le cycle. On commence à inoculer avec le blanc de champignon. Il y a une phase de colonisation. Et là, c'est que je peux le multiplier si je déplace les cartons et les copeaux qui sont mutualisés. Donc, c'est comme un copier-coller. Je fais une sorte de patch de blanc. Une fois que ça commence à prendre autour dans les copeaux, je peux le déplacer et puis je peux infecter une autre partie de mon jardin. Et puis, la fructification se fait en automne et souvent au pied des légumes. Donc, comme je disais au début, pour avoir des champignons, il faut les nourrir, il ne faut pas les déranger. Donc, du coup, pour le strophère, c'est tout simple. Tant que je rajoute des copeaux de bois régulièrement sur mes chemins et je ne dérange pas trop, il sera toujours. Donc, il suffit en fait d'inoculer une fois et tant que je le nourris, il sera présent. Ce qui est très intéressant parce que ça veut dire que j'ai besoin qu'une seule fois d'acheter du blanc. Et s'il se trouve qu'un copain a déjà des strophères chez lui, je peux prendre chez lui, je n'ai pas besoin d'acheter. Alors, comment est-ce que je fais si j'ai acheté ou j'ai trouvé ailleurs du blanc de strophère? Alors, je fais une sorte de millefeuille. Je prends les cartons mouillés, je pose sur terre. Ensuite, je mets le blanc avec des copeaux. Je mets encore un carton mouillé et peut-être je couvre pour faire joli. La dernière étape, elle est optionnelle, hein, pas besoin. Et puis, la surface que je vais l'utiliser, c'est par exemple le chemin. Et ce que j'ai fait chez moi, c'est que j'avais un tunnel et sur les bords du tunnel où j'avais enterré la bâche, c'était un peu un espace perdu. Je ne peux pas cultiver parce qu'il y a le plastique. Mais je me suis dit, c'est pas mal, c'est toujours humide. Donc, en fait, moi, j'ai fait cette millefeuille sur les bords de mon tunnel parce que j'avais envie de multiplier justement mon blanc de strophère pour après le répandre au jardin. Donc, j'ai simplement fait cette millefeuille sur les bords de mon tunnel et ça a très bien marché. J'ai plein de blancs que j'ai déjà donné aux amis. Alors, après un petit moment, c'est le même principe qu'on avait vu tout à l'heure avec le pleurote. Le blanc se développe et c'est très intéressant. On voit, en fait, là, c'était du carton ondulé qui faisait partie de ce millefeuille. Donc, après un moment, je suis allée chercher pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et yes, très bien, le blanc, en fait, il s'est bien développé. On voit on dit il court. Ça fait des sortes de traces exploratives. Et si à ce moment-là, je rajoute par exemple un carton, le carton va être très rapidement colonisé et du coup, j'ai un patch que je peux prendre et je peux placer ailleurs sur un nouveau chemin. Comme ça, en fait, je peux rapidement coloniser tout mon jardin. Ça se fait typiquement en automne ou au printemps, quand il ne fait pas trop chaud et quand il y a suffisamment d'humidité. Il y a une autre expérience que je peux faire avec le strophère, aussi à l'intérieur.
c'est que je peux prendre ce blanc-là et je peux me faire un stropharium. Donc, je prends un grand bocal, je mets le compost en bas, je mets les copeaux en dessus, quelques haricots peut-être dans le compost et le blanc de strophère sur les copeaux au milieu. Okay? Donc, en bas, le compost, peut-être des haricots si j'ai envie, du blanc de strophère et je finis avec des copeaux. Des copeaux qui n'ont pas encore été mycélisés. Et je vous montre la même photo un peu plus grand pour vous expliquer ce qui se passe. Alors, ce qui est très intéressant, ici, c'est la partie où j'avais placé au milieu, j'avais placé le blanc. En fait, le mycélium, il commence à grandir, il cherche dans le haut, il colonise les copeaux, mais il développe aussi dans le compost, il explore le compost. Et là, vous voyez un haricot qui pousse. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a des champignons autour de l'haricot. Donc, un exemple de symbiose. Ça, c'est assez génial pour comprendre, en fait, ou pour montrer comment ça fonctionne, cette symbiose, ou comment fonctionnent les champignons. C'était une expérience géniale. Et puis, ça prend peut-être 1-2 semaines. Donc, ça aussi, c'est une expérience que j'ai faite en maternelle, où les enfants, en fait, ont rempli le bocal avec moi. Et puis après, ils ont observé en classe comment ça commence à se développer. Alors, que faire pour favoriser les champignons? C'est très simple. Il faut les nourrir. Il ne faut pas les déranger. Donc, même si vous ne cultivez pas, vous, des champignons dans votre jardin, vous les aurez de toute façon si vous utilisez du paillage, soit des copeaux, soit de la paille, soit des feuilles, n'importe. Tout ce qui contient la lignine ou la cellulose, vous aurez des champignons de toute façon. Ils feront du bien à votre jardin. Je ne peux que vous les recommander. Il y a juste une petite question que je voudrais vous donner, c'est qu'il ne faudrait pas mélanger le strophère et le pleurote dans la même zone. Parce que je vous ai expliqué que le pleurote est un champignon agressif. En fait, il va prendre le dessus sur le strophère. Donc, vous n'aurez pas de strophère, vous n'avez que les pleurotes, ce qui est aussi bien, mais voilà, finalement, l'intérêt d'installer le strophère, c'est un peu dommage. Pour finir, et avant d'ouvrir aux questions, je voudrais vous montrer encore deux références. Un, c'est sur un magnifique livre sur la symbiose, Marc-André Selosse, Jamais seul. Vraiment incroyable, si vous voulez creuser un peu cette question-là, comment les plantes cohabitent avec les champignons et les bactéries, mais aussi les humains et les animaux. Il est vraiment très complet, très bien écrit. Et si vous avez des questions sur les questions d'ordre pratique, comment faire pousser des champignons vous-même et avec toutes les instructions nécessaires, d'ailleurs aussi ces idées de comment multiplier le blanc, j'ai trouvé dans ce livre-là. C'est le mycélium à la conquête du monde. Et là, en fait, en bas, vous voyez qu'il a fait pousser des pleurotes sur de la corde. Et au lieu de mycéliser en fait, des chevilles, en fait, il a mycélisé de la corde. Ensuite, il a fait des entailles sur les troncs et il a passé la corde dedans. Au lieu d'utiliser des chevilles, il a utilisé de la corde. Donc, ça marche aussi. Il dit aussi qu'on peut faire des sortes de banques de pleurotes en faisant mycéliser des sacs en jute. Une fois qu'ils sont tout blancs, on les remplit avec des copeaux de bois et on peut les utiliser pour la phytorémédiation. Donc, du coup, la microrémédiation, il l'appelle. Donc, par exemple, s'il y a un égout qui sont mauvais, ben, il place ce sac dessous, l'eau coule à travers le sac, le champignon digère tout ce qui est mauvais et puis l'eau qui en sort est déjà un peu plus propre. Donc, très intéressant ces idées-là. Il a fait plein d'expériences. Donc, si on veut vraiment aller creuser, qu'est-ce qu'on peut faire
avec des champignons. Je vous recommande chaudement ce livre-là. Merci beaucoup, Suzanne, pour ces deux livres. Tu peux revenir un petit peu dessus, juste sur les livres. Marc-André Selos, donc moi j'ai lu son livre, je le conseille vraiment à ceux qui sont intéressés par ça. Et de plus, vous pouvez aussi chercher sur YouTube, il y a plein de conférences de Marc-André Selos, c'est le meilleur prof de bio que nous ayons en France. Et on a vraiment de la chance d'avoir un prof de bio aussi compétent et pédagogue. Donc je conseille vraiment tous ces livres, tout ce que fait Marc-André est vraiment génial. Pendant que vous réfléchissez à vos petites questions, il y a une petite astuce que j'ai imaginée un jour. J'ai eu l'occasion de travailler avec une entreprise qui justement fait du café. Parce qu'on pense, c'est vraiment très courant maintenant de faire de la pleurote sur marque de café. Et en fait, on peut même faire encore mieux. Plusieurs fois, Suzanne a parlé du fait de soit mettre de l'eau bouillante. En fait, quand on met de l'eau bouillante, c'est pour qu'il n'y ait plus de germes dans notre soupe, pour qu'il n'y ait pas d'autres champignons, pour tuer les éventuels champignons ou bactéries qui pourraient empêcher notre blanc de prendre. Et quand on fait les personnes qui font de la pleurote en grosse quantité font à partir de la paille. Mais en fait, c'est énormément de travail parce qu'ils prennent de la paille, ils la déchiquettent, ils l'ébouillantent pour enlever toutes les maladies possibles ou tous les autres champignons possibles, et ensuite, ils inséminent. Eh bien, je suis rentré dans cette usine de café et j'ai découvert quelque chose de très intéressant, c'est que les entreprises, pour faire le café, ils reçoivent donc les cerises, et puis ils les passent au four, ces cerises. Et ces cerises, quand elles passent au four, elles perdent une petite coque. C'est comme quand vous mangez des cacahuètes, si vous prenez des cacahuètes que vous achetez en vrac, elles ont une coque dure, vous la brisez et à l'intérieur, il y a une toute petite pellicule rose autour de la cacahuète que vous allez manger. Et c'est la même petite pellicule qui se retrouve autour des cerises de café. Et ces cerises de café, elles sortent du four. Et elles tombent dans des gros sacs en plastique et ensuite, ils les jettent parce que c'est un déchet. Et en fait, c'est un déchet tout propre. Donc, j'ai fait le test, j'ai pris une petite quantité et j'ai essayé de faire pousser la pleurote dessus et ça a pris. Alors, je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que c'était juste avant que je déménage, donc je ne suis pas allé au bout. Mais dès que j'en aurai l'occasion, je retournerai les voir parce que je sais que j'ai une source gigantesque de matières premières prêtes à être fertilisées par les champignons pour faire de la culture de champignons. Voilà. Donc, je pense que si jamais vous avez des usines de café autour de chez vous, ça vaut le coup de prendre contact avec eux parce que dans tous les cas, c'est un déchet qui part à la poubelle. Oui, en fait, là, les pleurotes, c'est vraiment un très bon moyen de valoriser les déchets. J'ai aussi fait passer du blanc sur le déchet de la paille de maïs. Hein. Donc, l'agriculteur à côté, il fait le maïs de sémence. Donc, du coup, quand il sèche le maïs, il y a le déchet, des rafles de maïs. Et puis, il suffit qu'il soit humide et mélangé avec du blanc, puis ça prend assez bien. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que c'est une bonne idée peut-être de faire ce passage intermédiaire entre le carton et le bois. Parce qu'il paraît que Stamets, dans son livre, l'explique assez bien, que le mycélium apprend en fait le substrat sur lequel il pousse. Donc, il s'adapte. Et du coup, cette période, ce passage intermédiaire, donc le faire mycéliser des copeaux de bois avant de passer au café ou au rafle de maïs ou à autre chose, c'était quand même bien parce que ça donnait un mycélium qui était bien vivant et qui était bien prêt à se développer. Alors, je te lis une question de Philippe. J'ai testé de la pleurote sur du marc de café. Le mycélium a pris à l'abri de l'air, mais là, les parties à l'air ont eu des champignons jaunes qui se sont développés. Et donc, j'ai mis de la cendre dessus et tout est mort. Tu as une réaction à ça, Suzanne? Tu as une idée de ce qui s'est passé? Oui, j'ai suivi de près en fait, le développement de champignons sur le marc de café dans les classes. Et je les avais, en fait, au début, pour garder humides, je les avais
je leur avais dit qu'il fallait couvrir avec du papier. Donc, en fait, ils ont laissé couvert leur pot de café. Et tant que ça, c'était en train de coloniser. Et quand c'était tout blanc, c'est le moment de découvrir. Donc, souvent, le problème, c'est que ce n'est pas la lumière. Le problème, c'est le manque d'humidité. Le blanc a besoin d'humidité pour bien se développer. Et ce qui est très intéressant, il ne faut pas avoir trop peur avec le pleurote. Il est vraiment très agressif. Il peut y avoir des moisissures sur le marc de café, donc des poudres grises qu'on reconnaît bien, qui ont aussi l'odeur du pain moisi. Ben, vous allez trouver que assez rapidement, le blanc de mycélium de pleurote va prendre le dessus. Il va carrément manger les autres champignons, les moisissures. Ok, une autre question, celle de Didier. Dans la culture, dans un vase ou un terrarium, faut-il le laisser à la lumière ou pas? Ben, ça dépend. Si vous voulez voir, par exemple, le développement des graines d'haricots, ouais, ils vont pousser sans la lumière, on est d'accord, mais ils vont devenir très, très longs. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont laissé à la lumière tout simplement en salle de classe. Ils ont pris un vaporisateur, ils ont spritzé de l'eau dessus, juste pour garder les copeaux en surface humide. Mais comme le champignon était au milieu de ce terrarium, en fait, il était humide. Donc, il faut surtout faire attention qu'il n'y ait pas trop d'eau, parce que trop d'eau allait asphyxier le champignon. Donc, si vous faites cette expérience avec le marc de café, c'est plus facile si vous prenez un pot en terre cuite avec un trou, parce que déjà, la terre cuite, elle va réguler un peu l'humidité, donc il n'y aura pas trop, et puis le trop d'humidité va écouler simplement par le trou. Donc, pendant que vous remplissez votre pot, ben, vous pouvez mettre une assiette dessus, par exemple, simplement, et rajouter du marc à café au fur et à mesure. Tant que c'est en phase de multiplication, ça va prendre. Quand le pot est plein, ben, vous attendez et vous allez bien voir que ça devient tout blanc. Quand tout est blanc, ben, c'est le moment de découvrir. Et c'est justement l'afflux en CO2 qui fait que ça fructifie. Et si jamais ça ne marche toujours pas, il faut descendre la température. Donc peut-être le mettre au frigo pendant la nuit pour stimuler le champignon. Merci. Une autre question, Martine. Est-ce que Suzanne connaît par hasard le champignon de Bulgarie qui pousse tout seul et très vite? Ça remplacerait le kéfir. Est-ce que ça te parle ou pas du tout? Tu n'es pas obligé de tout savoir. Moi, je pense que c'est un autre sujet, en fait. Ok. Parce que même le kéfir, il paraît que c'est c'est une symbiose de bactéries, de levures et de champignons. Donc, c'est encore un cas à part. Ok, je te remercie. Ici, je me suis limitée simplement aux champignons qui digèrent la cellulose qu'on peut communément trouver au jardin. Ben, je te remercie. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je pense que c'était très intéressant. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de le tester cette année ou l'année prochaine? Moi, Philippe aussi. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça marche. Il y en a plein qui vont tester. Moi, je ne connaissais pas celui que tu fais pousser le long des chemins. Et ça m'intéresse. Je trouve ça vraiment génial. Alors, j'ai rajouté en fait des liens pour mes fournisseurs de blanc. J'en ai pris en Allemagne, donc tout le site est en allemand. Mais c'est saisonnier, en fait. Ils ont au printemps, en fait, normalement. Après, on rajoutera aussi dans les descriptions de la vidéo, on rajoutera les liens vers les sites français pour ceux qui habitent en France. Et puis, on mettra aussi pour ceux qui sont en Suisse, tes liens, Suzanne. Merci. Pour moi, en fait, la découverte et culture de champignons, c'était un déclic un peu. Et je pense que le champignon, comprendre les champignons, c'est un pas de développement dans le jardinage, dans les cultures de jardinage, comme le compost. Si on a compris le compost, on comprend pourquoi les bactéries sont importantes et pourquoi il faut avoir un sol vivant. Voilà.
Et si on comprend comment fonctionnent les champignons, on comprend pourquoi il ne faut pas trop laborer, pourquoi il faut pailler et aussi pourquoi il ne faut pas trop fertiliser. Parce que je reviens là-dessus, si vous fertilisez trop, et même si c'est avec un fumier bio, même si c'est avec les décoctions de plantes. Oui, de plantes. Oui, voilà, si vous en faites C'est ça? trop, la plante, si vous nourrissez la plante ne va pas. Donc, si vous nourrissez la plante ne va pas entrer en symbiose avec les champignons qui sont déjà présents. Donc, c'est très intéressant parce que ça explique aussi pourquoi, si on fait des fertilisations, on a des grosses plantes qui sont très belles et qui n'ont pas beaucoup de goût. Parce que ce qui leur manque, justement, c'est les micronutriments et qui sont très importants pour notre santé. Merci beaucoup pour ce message répété. C'est un message qu'on porte ici et oui, on prend soin de notre sol. Nous, notre objectif, c'est de nourrir notre sol et c'est notre sol qui va s'occuper de nourrir nos plantes via les champignons. Merci beaucoup, Suzanne. C'était totalement en symbiose avec ce qu'on dit déjà. Donc, tout est en symbiose dans la permaculture. Les formateurs sont en symbiose, les plantes sont en symbiose, la vie est symbiotique, tout va bien. C'est parfait. Philippe, comme d'habitude, fait le petit point Weller pour dire que ces photos pourront être partagées sur Weller pour ceux qui voudraient pouvoir les revoir. Surtout les schémas, en fait, je pense. C'est ça, Philippe? En fait, c'était plus se dire que pour ceux qui essayent, ça vaut le coup de partager nos photos et partager nos expériences sur Weller. Oui, tout à fait. C'est pas ça que j'avais compris, mais c'est encore mieux. Parfait. Bon. Eh bien, juste avant de finir, Suzanne, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais avec les enfants, juste 2 minutes, pour finir de présenter qui tu es? Parce que je pensais faire ça en premier, et puis on a vite embrayé sur les champignons, mais tu ne fais pas que cultiver des champignons. Non, effectivement. Je suis employée par une association de jardinage biologique alémanique, donc en Suisse. Et une des choses qu'on fait, c'est qu'on propose des cours à l'école. Et là, à l'occasion, en fait, il y avait un nouveau jardin scolaire qui était en train de création et je les avais proposé justement de planter des petits fruits et de mettre des champignons en même temps. Donc, du coup, on a planté des résinets, on a mis des copeaux, j'ai mis du blanc, on a planté des fraises et j'ai expliqué aux enfants que le champignon et les plantes travaillent ensemble. Du coup, ils ont pris un peu de ce blanc pour le faire développer en classe pour mieux comprendre en fait qu'est-ce que ça donne. Parce que le truc avec les champignons, c'est que comme on ne voit pas l'arbre puisqu'il est dans le sol, c'est difficile de se le représenter. Et ces deux expériences que je vous ai montrées, en fait, ça permet d'observer un développement d'un champignon en classe. Et est-ce qu'il t'arrive aussi de former des adultes parfois? Oui, alors à Burtini, je donne des cours d'introduction à la permaculture et on fait aussi deux samedis par an sur le jardinage. Je forme aussi des animateurs bénévoles qui donnent des cours de jardinage aux enfants. Et ben, s'il y a un intérêt de faire un séminaire pour les champignons, je le fais volontiers aussi. Voilà, donc pour ceux qui sont plus proches de la Suisse, n'hésitez pas à participer aux formations qui sont proposées par Jeunesse en Mission à Burtini parce que vous y retrouverez Suzanne, entre autres, qui fait partie de cette équipe de formateurs là-bas. Et c'était pour nous l'occasion de vous montrer. Vous allez voir, cette année, on va accueillir régulièrement des formateurs issus de d'autres réseaux, de notre milieu. Toujours des chrétiens pour montrer que le réseau est plus grand que ce qu'on a l'impression. Ici, sur l'école buissonnière, vous êtes maintenant 250. Sur le réseau des Joseph, on est 1200. Bon, mais il y a plein d'autres formateurs, il n'y a pas que nous, et il y en a plein qu'on découvre. J'en ai encore un que j'ai rencontré pour la première fois il y a 3 semaines, et je suis sûr qu'il y en a encore plein à découvrir, et chacun a sa petite spécificité, a ses expériences, et c'est génial de voir tout ce qui se passe dans ce milieu-là. Alors, merci beaucoup, Suzanne, pour ce temps de préparation et ce cours donné, qui était très clair, efficace et motivant. Moi, en tout cas, ça m'a motivé à me relancer dans les champignons. Philippe aussi apparemment, et j'en vois plein d'autres. Parfait. Merci à chacun. Bonne soirée. Et puis à très bientôt pour la prochaine soirée.
À bientôt. À bientôt. Merci, Zan.